Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais immensément bien. C'est l'une des meilleures périodes ever. Voilà. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mercredi 23 juillet, il est 9h36. C'est le vlog de la liberté, c'est le vlog des vacances. J'ai terminé mon mémoire, j'ai passé ma soutenance, ça s'est brillamment passé, je suis super soulagée et super contente. Et du coup, je peux encore plus profiter, comme je le mérite, des vacances. Donc voilà, je voulais faire un petit vlog pour me suivre dans cette semaine. Ça va être ma dernière semaine dans cette baraque et après je vais devoir tout déménager, les beaux prints, les beaux fanarts. Je voulais profiter de ces dernières semaines pour faire quelques petites choses. Dans ce vlog, au programme, je vais lire. J'ai emprunté à la médiathèque celui-là, Le silence de mon père de Toine Bouy, publié chez l'Iconoclaste, qui va revenir sur sa famille. C'est une famille vietnamienne qui a migré. Le narrateur, peut-être même l'auteur, je crois que c'est peut-être autobiographique, il va revenir sur l'histoire de son père qui a migré, dans quelles circonstances, quels enjeux ça a soulevé, etc. je crois. Et ça a l'air assez rapide à lire, puisque c'est court comme ça. Hier, j'ai reçu... pile le lendemain de ma soutenance, parce que du coup ma soutenance c'était le 21, là je l'ai reçu le 22, j'ai reçu la sortie que j'attendais le plus depuis ces 3 dernières années, depuis 2021. Le 4e tome de Nevermore en anglais, parce que je pouvais pas attendre en français, genre j'étais trop impatiente. Et oh mon dieu, il est tellement beau, ça brille en fait, je sais pas si ça se voit, mais là ça brille, c'est silver. Et en plus avec les autres tomes, mais regardez comment ça se complète bien. Ah, on regarde. Après c'est un peu plus grand que les autres, donc ça détonne un peu, mais bon, c'est pas très grave. Oh. Ah mais d'accord, ça alterne le doré et l'argenté. J'avais pas vu, je croyais que tous les autres étaient dorés. J'ai trop hâte de le lire parce que Nevermore c'est une de mes sagas préférées ever. C'est ma saga doudou, j'adore les personnages. J'ai trop hâte, mon dieu, de les retrouver dans de nouvelles aventures et dans de nouveaux moments, même plus secondaires, mais juste tellement purs, insouciants, qui font du bien, des moments de fin de famille, des moments tellement chaleureux. Ce matin là, je me suis réveillée tôt alors que j'ai fait une insomnie et je me suis endormie, je crois, vers 4h du mat. Et là, je me suis réveillée vers 8h parce que j'avais trop d'adrénaline. En fait, j'ai envie de profiter un max de ces journées de vacances, slash avant que ma situation en tant que chômeuse me frappe à la tronche, m'explose en pleine tronche, parce que en vrai, là, je suis officiellement chômeuse, comme c'est la fin de mes études, donc il faut que je trouve un travail. Voilà. Mais pour l'instant, je me décrète comme en vacances, parce que faut quand même une période de transition en douceur, et du coup je veux profiter pleinement de ces jours de vacances où je n'ai plus d'études, de trucs autour des études à faire. Je peux me focaliser sur mes passions, sur d'autres projets, et j'en ai pas mal, comme notamment reprendre un rythme régulier sur cette chaîne, reprendre mon apprentissage du chinois. Donc là, je pense que je vais aller à la médiathèque, je vais imprimer des pages de vocabulaire. En gros, en chinois, les niveaux sont divisés en plusieurs niveaux. Voilà. Comme les A1, A2, A3, là c'est en HSK. Quand j'ai quitté mes études de chinois, j'étais en HSK 4 sur 6. Après là, il y a une réforme, du coup je crois qu'il y a 9 niveaux de HSK. Putain, c'est chaud. Je sais même plus du coup à quel niveau je suis maintenant. Mais je voulais imprimer les pages de vocabulaire sur le HSK 5 pour pouvoir continuer à progresser, et peut-être voir si je peux acheter également des ouvrages d'exercice, parce que c'est plus pratique sur des ouvrages que sur internet comme ça. Donc je vais essayer d'imprimer à la médiathèque, parce qu'à la médiathèque on a droit à 5 pages gratuites d'imprimer par jour, et voilà, je vais en profiter un maximum avant de partir. Le truc c'est que là ça annonce pour le reste de la semaine de la pluie. Là apparemment cet après-midi il y a même de l'orage. On me rend au centre-ville à la fois pour aller à la médiathèque, également au Bubble Tea pour me poser et continuer mon montage du précédent vlog là, et profiter de mon Bubble Tea gratuit surtout. Et faut que je monte à pied pendant 15-20 minutes, et c'est long un peu, et surtout sous la pluie et sous l'orage, ça va être ouf, je sais pas. Mais je vais quand même tenter, parce que j'ai pas envie de rester coincée chez moi pour les vacances. C'est les vacances. En parlant d'impression, je voudrais absolument imprimer mon mémoire pour avoir un joli souvenir en papier. Le truc c'est que j'ai un peu simulé un devis sur la Corep pour voir combien ça me coûterait. Et en tout ça me coûterait 70 €. Voilà. Ah
Voilà. Bon. Mais bon, je me dis ça vaut le coup et puis c'est un bel objet livre, quelque chose parce qu'il y a des illustrations. Ah oui, et j'avais lu également ce manga hier, que j'avais emprunté hier à la médiathèque, DRCL Midnight Children de Shinichi Sakamoto, publié chez Kion. En gros, c'est une réinterprétation de Bram Stoker. Je vais pas rentrer dans les détails au niveau de l'histoire parce qu'en fait, je lis surtout pour le graphisme les œuvres de cet auteur, à part Innocent, qui elle se concentrait sur la famille française qui guillotinait les gens et qui est au service de sa majesté. Donc ça c'était super passionnant, mais là j'avoue j'accroche un peu moins parce qu'en gros c'est une revisite de Dracula et bon voilà, mais sinon il y a des planches incroyables, mais attendez, je regarde, tu sens, en fait ça prend au tripes quoi, c'est beau. Youhou. Et par contre j'ai eu un fou rire quand j'ai vu la tronche de Dracula. Bon ça va être un spoil mais genre mais j'étais en mode, mais les gars, c'est censé être Dracula ou Michael Jackson. Et en plus après, il danse et j'étais en mode, mais... Bref, voilà. Du coup j'ai eu un bug et j'ai pas réussi à le prendre en sérieux parce que non mais regardez, mais les gars, ils ressemblent trop à Michael Jackson. Voilà, c'est tout. C'était le seul apport que je voulais faire sur ce manga. C'est tout. Je vous retrouve quand j'aurai des choses à dire, quand j'aurai fait des trucs. Voilà. Désolée, en fait, l'auteur, c'était une autrice. Et c'est encore plus honteux de ma part, puisque je suis vietnamienne et que son nom a une base vietnamien. Donc, je n'ai pas d'excuses. Désolée pour la méprise de son genre. J'ai fait une pause dans ma lecture, parce que là, je suis en train de chercher des fiches de vocabulaire, comme je vous le dis, autour du HSK, pour pouvoir reprendre mon apprentissage du chinois. Le truc, c'est que du coup je voulais imprimer naïvement à la médiathèque avec les 5 pages gratuites. Le truc c'est que le HSK 5, le niveau 5, il y a entre 1000 et 2000 mots et donc ça prend genre entre 50 et 70 pages. Voilà. Mais en plus, en gros le HSK 5, il est dispo genre avec des caractères simplifiés. Et en fait, moi je sais pas écrire en caractère simplifié, je peux comprendre, mais j'ai plus été familiarisée avec les caractères traditionnels comme j'ai étudié à Taïwan et que là-bas ils utilisent le traditionnel. Donc, éventuellement, imaginons si je veux passer à un test de niveau chinois officiel, si je passe le HSK, je pourrais pas écrire en traditionnel, d'après un site que je viens de consulter, mais par contre, il y a un autre test un peu équivalent qui est le TOEFL, qui est je crois moins connu que HSK, mais au moins on peut utiliser soit le simplifié soit le traditionnel. Mais en fait j'ai un peu un trauma vis-à-vis de ce niveau, parce que je me rappelle quand j'étais à Taïwan, je voyais une pote qui voulait étudier le TOEFL, enfin qui devait le passer, et du coup je regardais ses cahiers d'exercice et je crois que ça avait l'air beaucoup plus difficile que le HSK. Après, je sais pas si c'est parce qu'à cette époque-là, mon niveau de chinois était vraiment médiocre, et du coup, ça me semblait beaucoup plus impressionnant qu'il ne l'est en réalité. Mais ça me fait un peu peur, mais en même temps, je me dis c'est un challenge à relever. Et je crois que peut-être, pour passer les tests de chinois, le TOEFL est plus cher que le HSK. Je crois que c'est mort pour imprimer des feuilles de vocabulaire. Donc là je suis en train de me renseigner pour pouvoir me procurer des ouvrages, des manuels d'exercice et de vocabulaire. Et voilà ma vie. Je vous parle, comme ça peut-être que ça me motivera, tu vois. Comme ça je peux pas abandonner, enfin il y a plein de choses dont je vous ai parlé, au final j'ai abandonné. Donc c'est pas vraiment une source de motivation. Mais peut-être que là ça va marcher. En vrai j'aimerais bien. Donc là, ce sera après montage. Ça, je finis le vlog de normalement la semaine dernière sur le mémoire, la soutenance et tout. Let's go! Oh putain, c'est une pluie de grelons! C'est l'apocalypse! Oh ma tête.
Je viens de finir le tome 5 de Ira Yasumi, il est bientôt minuit. J'ai passé ma soirée à lire le tome 2, 3, 4, 5. Et waouh, je me suis vraiment... Bon, il est minuit, ok. Je me suis vraiment attachée au personnage, je ferai un bilan complet parce que j'ai pris plein de notes. Et limite, j'ai envie de me tâter de faire une vidéo à part, tellement j'aime bien. Je sais pas, mais là en ce moment, du coup, je pleure là. Genre, c'est bien parce qu'en fait, ça fait crescendo, plus je lis, plus je m'attache au personnage et du coup, plus je suis sensible et plus je pleure facilement. Donc ça promet pour la suite. Bonne nuit, parce que là, je suis éclatée. Hey, je vous retrouve, on est le jeudi 24 juillet, il est 15h pile et je vous retrouve pour vous parler de 2 lectures, une saga et un roman autobiographique que j'ai pu effectuer hier. Donc hier j'ai dévoré ce livre-là, Le silence de mon père de Duan Pui, publié chez l'Iconoclaste. L'autrice, la narratrice va revenir sur l'histoire de son père qu'elle va essayer de déterrer, mais de manière assez complexe, assez difficile, puisque son père, après un AVC, a perdu la parole, et donc ils ne peuvent plus communiquer. Déjà que de base, ils avaient la barrière du langage, puisque elle, même si elle est née en France, elle vient d'une famille vietnamienne qui tient encore à ses racines, qui parle vietnamien, mais elle ne parle pas cette langue. Donc voilà, la communication est déjà de base difficile, mais après cet incident-là, c'est encore plus complexe. Donc ça va être une enquête familiale au cours de laquelle elle va se retrouver à déterrer des secrets de famille, à essayer de mieux comprendre son père, sa famille. Et c'était très intéressant. Alors ça n'a pas pris la tournure que je pensais, puisque je pensais vraiment qu'on allait se focaliser plus en profondeur sur le père, sur son histoire de manière concrète. Mais en fait, il y a beaucoup de parts de silence, il y a beaucoup de parts de mystère qui font que l'autrice, elle va essayer d'interpréter par elle-même, d'imaginer ce que veulent dire les silences de son père. Et donc ça donne lieu à une plume qui est assez imagée, qui est très poétique. C'est très beau, mais du coup ça manquait un peu de concret pour moi. Mais en même temps, j'imagine que ça reflétait un peu la frustration qu'elle-même ressentait, puisque donc elle peut pas avoir des réponses de son père directement. Et du coup elle peut que déduire, que imaginer, ce qui rend la chose assez amère. Et puis c'est également une invitation à essayer de se mettre à la place de ces personnes-là qui ont le mal du pays, qui sont traumatisés par ce manque-là, qui sont hantés parce qu'ils ont dû laisser derrière eux le fait de perdre tes repères, même quand ils reviennent dans leur pays d'origine. Enfin, tout a tellement changé, ils se sentent plus comme chez eux, que ce soit là-bas ou dans leur pays d'accueil. Ça nous encourage à découvrir, par exemple, dans leur mode de vie, par quels canaux ils essayent d'entretenir ce contact avec leur pays d'origine, voir comment ils peuvent se sentir démunis, désœuvrés, là en l'occurrence en France. Ce sont des choses qui ont fortement résonné avec moi d'un point de vue personnel, puisque je viens d'une famille d'immigrés et j'en suis très fière vraiment. Mais ça me permet également de mieux m'interroger sur ma famille, de mieux éprouver de l'empathie, mais évidemment que je m'en doutais que c'était difficile, voilà, mais j'ai pas eu forcément l'occasion ou le réflexe de me mettre à leur place et de vraiment m'imprégner des sentiments qui ont pu les traverser. Et c'est un processus qui est vraiment très intense. Et comme je proviens d'une culture mixte comme l'autrice, le fait qu'elle soit née en France mais qu'elle vient d'une famille vietnamienne, ça a fait écho à mon vécu personnel, à des choses, genre là j'ai marqué des lignes. En fait il y avait plein de choses qui résonnaient en moi, du coup j'avais trop envie de surligner, mais c'est un livre de la médiathèque. Par exemple, un vieux sentiment familier m'assaille comme une peluche élimée qu'on traîne dans son lit d'adulte. Le sentiment d'imposture, commun à tant d'enfants d'immigrés. À force de nous cogner à notre identité, ce Rubik's Cube insoluble, nous avons appris à nous contorsionner. À l'extérieur, nous parlons fort, nous faisons semblant d'être plus français que les Français, et à la maison, nous sommes à nouveau des enfants respectueux, nous nous taisons, avec l'impression de n'être jamais à la bonne place. Et alors, je pense que dans mon cas, ça va, enfin, c'est plus atténué dans ce genre de décalage, mais ça m'a quand même renvoyé à des choses. J'étais en mode ah ouais, c'est vrai que lors de ces moments-là, peut-être que ça vient de ce genre de raisons psychologiques, environnementales, culturelles. Je me remémore un peu certaines de mes attitudes, certaines des nuances dans mon comportement quand je suis avec ma famille ou alors quand je suis dehors.
Et je me dis, peut-être qu'il y a des racines plus profondes que ce que je pensais au-delà de ma personnalité. Donc voilà, c'est assez intéressant et ça me permet de faire un retour sur moi-même. Il y a aussi par exemple d'autres anecdotes culturelles, en l'occurrence sur la langue vietnamienne. L'autrice, elle va revenir notamment sur certains mots pour expliquer leur origine et je suis en mode waouh! En fait, du coup, elle expliquait des mots que j'utilise moi, mais je me suis jamais posé la question parce que quand t'es né avec une langue, tu te poses pas forcément la question de la grammaire, de pourquoi ça s'utilise comme ça. C'est super intéressant, par exemple, le fait que de base au Vietnam, en vietnamien, ils ont pas de pronom personnel je. En fait, pour se désigner, on utilise la troisième personne du singulier, genre avec un mot qui est alloué à notre position par rapport à l'autre personne pour respecter la hiérarchie au niveau des âges, au niveau du respect de l'aîné. Du coup, le je, en fait, il a été introduit à l'époque de la colonisation française. Genre, je trouve ça... Oui, je savais pas. Comment elle décrivait un moyen, en fait, de mieux marquer l'arête du nez, parce que, je sais pas si vous voyez, mais moi, j'en ai pas. Donc, c'est super chiant parce que mes lunettes, elles s'arrêtent pas de tomber. Mais c'est un peu... Bah, c'est l'héritage vietnamien, quoi. Du coup, là, j'ai rien du tout. Elle décrit une technique que moi aussi j'avais quand j'étais jeune et qu'on me l'avait enseignée. Je me pinçais l'arête du nez pour l'affiner. Et c'est ça, en fait, genre, on m'apprenait à faire comme ça pour que ce soit plus... Mais là, du coup, vous voyez que ça marche pas. Après, j'ai pas été très studieuse par rapport à cet exercice. Mais voilà. Donc, en fait, c'est trop parce que je suis en mode, ouais, des trucs que je pensais propres à ma famille, en fait, c'est commun dans la culture d'immigrés asiatiques et tout. Donc, voilà, c'était assez intéressant. Même s'il y a une part qui est très mélancolique, qui est très nostalgique, mais il y a quand même ces anecdotes-là qui sont assez drôles. Enfin, l'autrice, elle revient un peu sur son enfance et parfois, il y a des moments, enfin, genre, ça prête à sourire parce que c'est assez cocasse, etc. Donc voilà, il y a quand même une certaine douceur entre mélancolie, tendresse, humour et voilà, du coup ça fait que malgré le poids générationnel, le poids de l'histoire de la famille, ça reste assez lumineux, en quelque sorte un peu quand même chaleureux. Donc je le conseille. Et en parlant de chaleur, de luminosité, mais my god, waouh, je crois que j'ai un coup de cœur, hein, vraiment, je sais pas. En fait, je suis trop dure quand il est question de coup de cœur parce que j'ai pas envie de désigner une œuvre avec un coup de cœur à la légère, mais vraiment genre Hirayasumi de Keigo Shinzo publié chez le Les Armoires. J'avais parlé du tome 1 que j'avais lu dans mon précédent vlog autour de mon mémoire, etc. Et ma critique était très branlante parce que j'étais pas encore totalement familière avec l'univers, donc j'avais un peu dit ce qui me plaisait, mais j'étais pas trop rentrée dans les détails parce qu'au final, le tome 1, même si c'était très agréable, c'était pas un coup de cœur, mais là, la suite... Donc j'ai pu lire les tomes 2, 3, 4, 5. Je me tâte à me procurer toute la saga, même si c'est cher, chaque tome est très cher. Il y avait plein de moments où je voulais mettre des post-it et des planches que je voulais garder avec moi parce que ça résonnait en moi d'une manière... Mais je crois que je vous ai mis en plus des plans et tout. Bref, ça, j'étais waouh, je le ressens. Et en même temps, j'écoutais de la musique, j'écoutais la bande-son du film chinois Her Story que j'avais déjà regardé. J'ai immense coup de cœur vraiment pour ce film. C'est l'un de mes films préférés, je crois, parce que j'arrête pas d'y repenser. Et là, l'atmosphère hyper chaleureuse, hyper familiale et tout, et bah ça me rappelait trop ce film et j'avais trop envie de le revoir. Bref, voilà, je raconte trop ma vie. Mais du coup, je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon, ça va juste être un vlog blabla sur Hirayasumi tellement j'ai trop aimé. Grosso modo, on va suivre le quotidien d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui a raté sa carrière d'acteur et qui vit maintenant sereinement avec un autre métier plus tranquille, plus pépouze, un peu plus précaire, mais bon, pour l'instant ça lui convient, avec sa cousine qui elle rentre à la fac, et donc elle monte dans la ville de Tokyo, et en fait on va suivre leur quotidien. Et c'était trop bien parce que dans ces tomes-là, on rencontre de nouveaux personnages et en fait, le point commun entre tous les personnages, c'est qu'ils sont maladroits. Ils ont une maladresse en eux qui les rend tellement attendrissants et surtout très vrais. Mon Dieu, en fait, moi de base, je suis très sensible pour tout ce qui est personnages constipés socialement, qui voilà se dépatouillent un peu avec... les normes sociales, qui n'y arrivent pas trop, qui sont un peu introvertis, timides ou quoi, et là, il y en a plein, ils sont tous soit bourrus, soit constipés socialement, soit introvertis, soit maladroits, et c'est trop mignon parce que tu vois comment ils arrivent à se dépatouiller pour
montrer leur sollicitude, parfois de manière très timide, mais ils y arrivent pas à pas et ils progressent pas à pas, ils prennent en maturité, mais doucement, à chaque petit geste, à chaque petit effort, ou alors quand ils prennent du recul sur leurs erreurs. Et c'est très doux en fait parce que ça montre que même pour des gestes qu'on fait et qui nous semblent anodins, en fait c'est des grands pas, en fait c'est une grande progression et c'est doux à voir. Et c'est trop beau. C'est petit à petit, c'est délicat. Après, là, l'histoire, elle devient un peu plus sombre, entre gros guillemets, un peu plus mélancolique, parce que donc on a des personnages également qui grandissent, qui prennent en responsabilité, et tu vois à quel point le monde adulte peut être semé de désillusions. Et on voit comment eux, ils arrivent à composer avec ces désillusions, avec ces déceptions, avec cette nostalgie prégnante vis-à-vis de leur jeunesse, de cette période insouciante où tu pouvais tout tenter, et là ils sont emprisonnés malgré eux dans ce carcan social, avec des normes qui prônent le prestige, la réussite professionnelle, sociale, etc. Et ça devient des poids. Et notamment le protagoniste masculin, il est où ? Lui, au début, dans mon précédent vlog, je l'avais un peu comparé à Luffy dans le sens où il est très pur, il semble très insouciant, très naïf entre gros guillemets, mais genre il a une liberté en lui et il arrive à apprécier les plaisirs de la vie avec tellement de simplicité, d'ardeur. Mais en fait, non, je sais que c'était pas Luffy, mais là, plus on avance et plus on voit également sa vulnérabilité, sa nostalgie et le fait que lui également a autant besoin des autres que les autres ont besoin de lui et que parfois sa lumière peut se tamiser sous le coup de la mélancolie, de la nostalgie, peut-être de certains regrets. Après, c'est très beau. En fait, ça va aborder d'autres sujets également qui sont très durs, comme la pression dans le monde professionnel. Genre son meilleur ami, lui, son arc, il m'a tellement ébranlée, j'en ai pleuré. Et j'avais peur pour lui, j'étais non, ça va pas prendre cette route, pas dans Hirayasuri, s'il vous plaît. Mais en fait, ce sont des réalités, mais il y a toujours cet espoir-là, et surtout grâce aux relations humaines. Alors vraiment, là je suis en train de partir dans tous les sens, mais en gros, les relations humaines, oh là là, mais comment elles sont tellement bien écrites, elles sont tellement bien mises en avant, et il y a un peu des touches de romance, genre voilà, il y a des petits crushs et tout, mais l'importance, le centre du récit, le noyau, c'est la famille et les amis, et ça me fait tellement du bien parce que c'est trop beau de voir comment les relations peuvent aider ces personnages-là. Et ce sont des relations également qui sont pas parfaites, parce que parfois il y a des sentiments assez un peu entre guillemets négatifs mais très humains qui traversent ces relations, comme l'envie, la jalousie, mais ça sème également des opportunités pour voir que en fait l'herbe n'est pas plus verte chez l'un que chez nous, et qu'en fait ça appelle également à être indulgent, aller au-delà des apparences, de nos préjugés vis-à-vis des autres personnes. Par exemple, si on pense que l'autre personne elle a tellement de la chance, elle est heureuse dans sa vie, en fait pas forcément, peut-être qu'il y a d'autres problèmes que nous on n'a pas forcément, et donc c'est vraiment une injonction mais très rafraîchissante à nous recentrer sur nous-mêmes, à apprécier, vraiment à faire un focus sur ce qu'on a déjà, sur le présent, et à apprécier tout bonnement les plaisirs de la vie. Ça sonne très cliché, mais en fait la manière dont c'est fait, vraiment j'avais pris en note au cas où si je veux faire une vidéo à part. J'avais dit que chaque bout d'épisode démontre d'une grande empathie, d'une compréhension humaine. On voit que, en gros, l'auteur, il est très sensible, il accorde beaucoup d'attention à ces petits bouts de plaisir dans la vie, et il arrive à les mettre en avant, mais de manière, je trouve, très naturelle. C'était beau, quoi, je sais pas, il arrive à mettre en avant ces petits moments très chaleureux, qui nous semblent naturellement acquis, mais en fait qui représentent une chance énorme, inouïe. Et voilà. J'avais également écrit: ce qui nous désole chez nous peut être une source d'inspiration pour les autres, parce que pareil, parfois les gens sont amenés à se comparer avec d'autres personnes, et après quand tu switches du point de vue, tu vois que l'autre personne se compare avec l'autre personne, et qu'en fait parfois elles s'inspirent mutuellement mais sans le savoir. Et donc ça met en avant le fait que chaque personne est unique, et qu'on a nos propres failles évidemment, mais également nos propres forces surtout, et notre propre part de beauté unique.
et qu'il faut l'assumer et waouh, en fait c'était trop beau. My god, mais c'était trop bien. Oh, j'aime trop. Et en plus j'aime trop parce qu'au niveau graphique, ils ont des petites bouilles, tu vois, c'est tout rond. Et du coup ça rajoute encore plus à cette atmosphère tellement chaude, enveloppante. Oh regarde, il est trop mignon. Et je crois que je suis un peu amoureuse du prota aussi parce que il est trop mignon. Il est trop mignon. Et tu l'as dans ta vie, t'as tout gagné. Voilà. Enfin, genre, au niveau philosophique, au niveau spirituel, genre, il peut que te faire du bien et il peut que t'inspirer et waouh, juste voir. Ah oui, et s'il y avait une romance aussi, une petite romance, en fait, il y a une sorte de triangle amoureux qui commence à se développer, mais moi, ça me va parce que tous les personnages sont trop attachants, c'est trop bien développé et c'est pas au centre, tu vois, du récit. J'avoue, j'ai une préférence pour un, mais c'est même pas le héros, c'est l'autre personne qui est hyper introvertie parce que j'adore les personnes introverties, donc je suis désolée pour le héros, mais bref, voilà. J'arrête de parler parce que j'ai déjà trop parlé. Et ce soir, je vais voir Le vent se lève de Miyazaki au cinéma parce qu'il le repasse. Et voilà, j'ai hâte et je vous en reparlerai peut-être. Salut! Ouais, je vous reprendrai pas, mais c'est juste pour vous montrer les livres que je suis allée prendre en photo tout à l'heure pour nourrir mon compte Instagram qui est mort, mais littéralement mort depuis presque 1 an. Et en fait, ouais, j'ai mal, attendez, si je me mets comme ça va. Je me mets à genoux devant vous en plus, vous avez vu. Donc j'aimerais bien réalimenter mon compte Instagram, le réactiver, parce que ça me manque en fait de faire des avis lecture réguliers pour présenter un à un. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai la flemme un peu de doubler les avis lecture. Mais ça me manque quand même. Ouah, en fait, je me sens un peu pathétique, donc je vais me remonter. Donc j'ai pris en photo Tana, Vous les Asiates de Linlanda, publié chez De Noël. Faudrait que je vous en parle en détail parce que j'ai trop aimé. C'est une enquête sur le racisme anti-asiatique qui est super bien fait, je trouve, et qui m'a beaucoup apporté. Donc j'aimerais bien le mettre en avant sur mon compte Instagram. J'ai essayé de prendre en photo ça, un Bessa de Arcane, mais ça va pas du tout avec les fleurs. Parce que là c'est très guerrier, donc j'imagine plutôt une photo peut-être en ville. Ah, ce serait bien en ville. Faudrait que j'y aille. Ok, d'accord. J'ai pris ça, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, Amour pluriel. Ça allait bien. Du bout des doigts, je crois que je vous ai pas... Oh, il est tout jaune. Pourquoi il est jaune? Ouais, il a eu le temps de jaunir alors que ça fait pas longtemps que j'ai acheté, je sais pas si vous voyez. Mais ok, bon. Ouais, mais... Je sais pas si quand je l'ai acheté il était déjà comme ça, mais c'est pas grave. Du bout des doigts de Sarah Waters, c'est une romance lesbienne, je crois, un thriller. En tout cas, ça a inspiré le film Mademoiselle, le film coréen que j'avais adoré. Du coup, je me suis empêchée d'aller acheter le roman. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Je pense que je vais faire une vidéo consacrée. Et parce que ça allait bien avec les fleurs, vous verrez. Le silence de mon père, je suis également allée prendre des photos dehors pour peut-être faire une chronique sur mon compte Instagram. Voilà, je voulais faire pour Hirayasumi, mais comme c'est pas les premiers tomes, du coup ça me stressait, donc je pense que j'attendrai d'avoir les premiers tomes pour prendre une photo et pour pouvoir rendre bien hommage. Voilà, c'est tout, je vous quitte, salut!
on se retrouve, on est le mardi 29 juillet, il est 10h53 et je vous retrouve pour le dernier clip de ce vlog. Bon, ça n'a pas été très régulier vers le milieu / la fin, mais bon, normalement je vous ai mis quelques clips puisque j'ai été un peu occupée. Comme vous l'avez vu, je suis allée un peu en vacances, le temps d'une journée. Je suis allée à La Rochelle, qui se situait à 1 ou 2 heures d'ici, donc c'était pas loin et donc j'ai pu m'y promener, j'ai pu visiter cette ville en une journée et c'était trop cool parce que comme vous avez peut-être pu le voir si vous avez visionné le clip, il y avait pas mal de librairies, enfin vraiment, et c'était trop bien, c'était super enrichissant, c'était passionnant parce que ce sont des librairies indépendantes qui ont vraiment leur propre authenticité, leur propre image et ça faisait du bien de voir ça, de baigner dans ce cocon littéraire qui est tellement multiple, qui est varié, qui échappe encore au grignotement des grandes entreprises. Donc waouh, c'est trop beau. J'ai pas pu acheter de livres en même temps parce que là j'ai peur de trop me charger quand je vais rentrer. Mais j'ai pu donc quand même lire, je vais vous présenter quelques livres. Ah oui, j'ai pu aller regarder Le vent se lève de Miyazaki au cinéma. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que globalement ça a été une déception. En fait je me suis trompée sur le pitch parce que je m'étais pas renseignée sur le résumé et je pensais que c'était son film centré autour de la littérature. Enfin en tout cas on m'a parlé d'un de ses films qui était peut-être autour d'un poète ou d'un écrivain, je sais plus trop, et je me rappelais plus du titre, je pensais que le titre du vent se lève se raccordait à ce genre de résumé, et pas du tout en fait, puisque là on va parler d'un mec qui va construire des avions, qui est passionné par ça, mais c'est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, donc ces avions vont être des armes militaires. J'ai pas été dans le mood pour apprécier la beauté et la sensibilité que voulait délivrer Miyazaki dans ce film-là. Je m'attendais à un truc plus engagé, plus poignant sur notamment la question de la Seconde Guerre mondiale, le fait que t'as le personnage qui voit ses créations être militarisées, transformées en armes pour détruire des gens, et non, il n'y a pas du tout ce genre de tourment, il n'y a pas ce genre de dilemme, et c'était très édulcoré, c'était vraiment, du coup je me sentais vraiment distante par rapport au personnage, à l'histoire, et je suis restée sur ma faim par rapport à tout ce qui pouvait être question tourmentée, question délicate, sensible, et ça m'avait rappelé une œuvre qu'on avait abordée en cours qui est Genjiro Shima, donc que j'ai emprunté de Keiji Nakazawa, publié chez Vertige Graphique. J'ai lu le premier tome en médiathèque, donc là c'est le tome 2 et 3. C'est une série de mangas 80% autobiographique, puisque l'auteur lui est né à Hiroshima. Il avait 6 ans lorsque les Américains ont lâché la bombe nucléaire sur Hiroshima. J'ai lu un peu sa biographie et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se raccordent avec ce qui s'est passé dans le manga, notamment quand tu vois comment sa famille a été complètement séparée, une partie de sa famille a été décimée par cette tragédie, et c'est très fort parce que du coup on va suivre la vie d'un gamin qui va devoir survivre durant cette période, et avant la bombe on voit également des petits épisodes très concrets et très détaillés au sein de la vie japonaise durant la guerre, et toute la xénophobie, toute la discrimination qu'il pouvait y avoir avec des gens qui n'étaient pas partisans de cette guerre. On voyait vraiment tout le dynamisme propagandaire qui se propageait au sein des classes, au sein de la société, au sein des plus jeunes générations, et comment ils étaient embrigadés pour pouvoir soutenir l'effort de guerre, et comment ça pouvait impacter notamment leur mode de vie, etc. Donc ça c'était super intéressant parce que c'est des choses qui passent en dessous des grandes lignes qu'on peut voir quand on étudie la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'était super intéressant, c'était poignant parce que tu vois à quel point c'est dur, et je me demande si c'était délicat pour l'auteur d'aborder ce genre de choses au sein de la société japonaise, voir comment la société japonaise pouvait être matrixée, pouvait avoir un esprit très, très étriqué. Parce qu'on voit que l'auteur il partage pas ce genre de choses, puisque la famille de ce héros, du héros principal, c'est une famille qui va rejeter la guerre, qui va la questionner, et donc on voit dans quel camp idéologique l'auteur se positionnait. Et donc je me demande, est-ce que c'était délicat pour lui d'aborder la guerre sous ce prisme plus distant et plus critique au Japon. Et ensuite on a les conséquences après la bombe nucléaire, et ce sont des conséquences qui sont hyper dures à voir, parce que tu vois que en fait les victimes c'est pas juste sous le coup de la bombe nucléaire qui sont morts le jour de la tragédie, mais en fait ça va se répercuter sur
des semaines, voire des mois, voire des années, parce que ça va être une longue souffrance agonisante qui va hanter la population sur de multiples niveaux, comme déjà au niveau de la dégradation, de la décomposition physique, et là c'est vraiment très détaillé, c'est très visuel, voilà quoi, tu vois, rien n'est caché. En fait, le graphisme il a l'air très, comment dire, assez mélodramatique, tu vois, mais rien n'est caché, enfin c'est vraiment sanglant, c'est viscéral quoi, enfin vraiment tu te mets à la place, tu te dis putain mais ils ont vécu tout ça, et c'est immonde de la part des bourreaux. Et donc on a ces répercussions physiques, ces répercussions psychologiques évidemment, les pertes etc, mais également au niveau de la société, comment les victimes ont été rejetées, discriminées par les autres villes, comment ça s'est répercuté également au niveau du seuil de la pauvreté, de la famine. C'est vraiment très dur parce que s'il y a toute cette critique également sociale, et voir comment les adultes peuvent être renfermés sur eux-mêmes et comment ça complexifie la réintégration des victimes dans la société. Et voilà, le fait que ça aborde tout ça, c'est super intéressant parce que t'étudies cette tragédie sous le prisme social et sous un prisme beaucoup plus humain, réaliste, et le fait que c'est ce que l'auteur lui a vécu, c'est oufissime quoi, c'est extrêmement bouleversant de ce point de vue-là. Et le héros, lui, c'est un jeune héros qui incarne un peu l'idéal, enfin dans le sens où il n'a pas perdu de sa candeur, de cette noblesse d'esprit qui peut refléter un peu cette innocence de l'enfant. Lui, il est libre de tout ce qui peut composer les réflexions des adultes, enfin les inquiétudes des adultes qui les poussent à être plus centrés sur eux-mêmes, à être plus égoïstes, à avoir des préjugés, etc. Et donc lui, le héros, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant au service des autres, qui va aider les autres en dépit de tous les préjugés, du fait que les gens pensent que les victimes sont contagieuses, etc. Donc c'est rafraîchissant à voir, et ça montre également, c'est également un symbole de la persévérance et du courage qu'il a fallu à la population japonaise en général pour surmonter cette catastrophe. C'est également une sorte d'incarnation de la bonté qui persiste au-delà de ces tragédies, au-delà de la guerre, et c'est quelque chose qui est beau à voir, mais également qui est poignant, parce que toute cette horreur autour de lui met encore plus en avant sa grandeur psychologique. Et donc voilà, c'est un récit historique qui est très juste. À la fin de chaque volume dans cette édition-là, on a des compléments d'informations pour venir expliciter le contexte dans lequel baignent les épisodes du volume en question. Et donc c'est super intéressant parce que ça rajoute encore plus de concret. J'avoue que le graphisme me met un peu à distance au niveau émotionnel, donc j'ai pas forcément pleuré, même si je pleure facilement en général. Et donc voilà, je vous le conseille parce qu'il y a beaucoup de réalisme, et c'est un très bel hommage en fait, et ça participe au devoir de mémoire de manière très poignante et très efficace, et de manière vraiment très précieuse. Voilà, je vous le conseille. Je vais essayer de lire la suite, je sais pas comment, parce que du coup là, les tomes sont à la médiathèque et j'aurai pas le temps de lire, parce que il y a 10 tomes je crois, donc c'est une longue saga et ça prend du temps. Voilà, mais sinon j'ai pu continuer Blue Period. Je suis trop contente du tome 8 au 13, donc j'ai quand même pas mal avancé de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi, publié chez Pika Edition. J'ai résumé dans mon ancien vlog si vous voulez voir, mais en gros on va suivre l'épopée, bon c'est un peu exagéré, mais la quête initiatique, c'est pas ça, le parcours initiatique du protagoniste dans le monde de l'art, comment il arrive à développer sa créativité, son authenticité artistique, son monde voilà, de l'art. Et c'est super intéressant, là on le suit dans une école qui est très prestigieuse, très élitiste, et dans cet homme-là, ça va le remettre en question dans sa perception de l'art, de ce que doit être l'art, et c'est super intéressant parce que du coup, ça oppose le monde de l'art à l'école vs une vision plus subversive de l'art dans d'autres milieux. Ça nourrit le personnage en même temps que le lecteur pour développer ses réflexions par rapport à ce que peut être l'art. Est-ce que l'art doit être limité à une élite ? Est-ce que ça doit être accessible à tout le monde ? Quand l'art est capitalisé, qu'est-ce que ça engendre comme enjeu, comme conséquence ? Le personnage se trouve à l'école, mais il se dit, est-ce que cette école-là, c'est un véritable terreau pour son exploration personnelle, ou alors, au contraire, ça va le restreindre dans sa créativité, ça va altérer sa conception artistique pure. Et j'explique très mal, mais en fait, ce que j'aime trop, c'est que ça va vraiment dans le fond, et ça développe plein de réflexions autour de tout ça,
et ça aborde des développements de personnages par rapport à ce milieu qui est très dur de manière assez sombre et pas édulcorée, et du coup c'était assez poignant à voir. Voilà, donc voilà, je vous laisse découvrir, mais franchement je vous conseille de ouf parce que c'est vraiment hyper bien documenté, on suit toutes les étapes de manière progressive, de manière détaillée, et c'est super cool, voilà, avec des personnages qui, au-delà de leur lien avec l'art, on les découvre dans leurs multiples facettes psychologiques de manière juste très humaine en fait. Et du coup on peut se reconnaître en eux, même si voilà, on n'est pas pratiquante d'art comme moi. Et voilà, donc je vous le conseille. Et j'ai lu enfin un roman que je voulais lire depuis longtemps, qui est La Bénie de Césarée de Liz Chrysler, publié chez Gulfstream. Je vais pas vous résumer parce que en fait je voulais vous lire le résumé, mais là je commence à avoir la tête qui tourne parce que j'ai pas mangé et je parle trop. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait, mais j'ai pas envie de petit déjeuner là, d'une part parce que je me suis réveillée tard et là il est 11h, et d'autre part parce que là je garde mon ventre, mon appétit pour aller déguster au restaurant. Je vous conseille, c'est un resto à Poitiers, c'est le Grand Ours, c'est un resto végétarien, vegan je crois, c'est super bon. Moi qui mange encore pas mal de viande, ce resto comble ma faim, c'est super bon. J'ai souvent du mal à finir mon assiette parce que c'est très copieux, mais c'est tellement bon. Et le burger végé là-bas, mamma mia. Mais vraiment, allez-y si vous êtes dans le coin, franchement ça vaut le coup. Mais du coup je garde mon appétit pour ça, et donc là je suis en train de mourir de faim, mais c'est pour la bonne cause. Sinon, pour vous donner un peu un pitch grosso modo, on se situe dans un empire aux influences romaines. Je suis en train de lire le résumé sur Babelio un peu, sur fond de lutte civile et militaire pour l'accès aux ressources alimentaires. Au pire je prends mon courage à deux mains et je vous lis le résumé. Voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verena, je sais pas comment on dit, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. Elle en afflige surtout. 10 ans que dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs, faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi, Kiaran, je ne sais pas comment on dit, Arthos, en tout cas le mec du camp ennemi, est capturé, Verena en est convaincue. Il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique, en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qui sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Waouh, le résumé il est trop bien résumé. Mon goal de pouvoir résumer comme ça. C'est un roman que j'ai vraiment aimé. Ça m'avait intéressée parce qu'on m'avait parlé du fait que c'était une héroïne impitoyable, et c'est ce que je recherche, surtout depuis ma découverte de Rin dans The Poppy War, dans La Guerre du Pavot, qui est une héroïne qui est antipathique aussi, mais c'est assumé. Et en fait, tu vois qu'elle fait tous les mauvais choix possibles, qu'elle est impitoyable, et que c'est pas du tout atténué ou quoi, c'est vraiment extrême. Et j'avais besoin d'être frustrée, agréablement frustrée par ce genre d'héroïne, tu vois. Et là, je l'ai vraiment retrouvé et ça m'a fait du bien. Donc on peut décrire ce roman comme de la female rage, mais c'est de la female rage, mais pas, je sais pas, dans laquelle on peut pas forcément beaucoup se reconnaître parce que c'est ouvertement hostile. L'héroïne, elle est antipathique, elle est impitoyable, elle est égoïste, elle est immature, elle est tellement impulsive qu'elle fait des mauvais choix pour des raisons mais tellement débiles. Mais c'est assumé, et je sais pas, ça fait partie de son charme parce que tu sens que ça participe à cette satisfaction personnelle, j'avoue, de voir les choses se dégrader et empirer de manière inexorable. J'avais un peu cette satisfaction, cette excitation morbide de voir comment les choses pouvaient autour d'elle se dégrader continuellement de plus en plus et aller toujours plus loin dans cette catastrophe. Et c'était ouf de voir comment l'autrice ou l'auteur, c'est une autrice qui peut aller loin dans la manière de déshumaniser son héroïne. Et après c'est dans cette déshumanisation qu'elle se révèle être très humaine. C'est un peu comme Rin aussi.
j'avais dit la même chose, je sais pas me renouveler. Elle a aussi une part qui est très humaine parce que je trouve que c'est sa déshumanisation par la guerre qui la rend très humaine parce que cette déshumanisation vient de sentiments très humains. Et également ça nourrissait la tension constante parce que d'une part on ne pouvait pas faire confiance à l'héroïne et d'autre part elle évolue, elle lutte dans un environnement où on pulsait des manipulations, des risques de trahison. Ça me tenait en alerte pendant tout le long parce que du coup j'essayais d'envisager les multiples hypothèses, des multiples trahisons qui pouvaient se dérouler. Et donc au final, les trahisons, j'ai pu les voir parce que, enfin voilà, il n'y avait pas vraiment de surprise de ce côté-là, mais la surprise résidait dans le fait que l'autrice n'hésitait pas à faire des choix audacieux au niveau des agissements de son héroïne pour vraiment qu'elle aille de plus en plus loin et qu'elle n'hésite pas, enfin qu'elle hésite mais qu'au final elle fasse des choses horribles et donc que ça aille toujours dans la cruauté extrême et donc ça c'était assez audacieux, c'était surprenant et ça rajoutait encore plus à cet état d'esprit de putain mais en fait ça peut pas être un happy ending et notamment au niveau de la romance ça peut me rebuter très facilement même si c'est secondaire mais si c'est trop gros ou si c'est trop forcé ça peut vraiment me lasser facilement mais là même si au début même pendant tout le long, il y a cette attraction que j'ai trouvée très forcée entre les deux protagonistes et j'ai pas trouvé leur dialogue forcément très pertinent pour le développement de sentiments amoureux. Je trouvais que c'était assez superficiel, mais ce qui me faisait tenir et ce qui me happait, c'était le fait qu'il y avait tellement de complications qui jonglaient leurs relations et qui promettaient une romance impossible. Et en fait, ça, je crois que dans le résumé, c'est dit comme ça, c'est un amour impossible et parfois, dans des romances, ça va contourner ça pour rendre possible le truc et du coup, je trouve que ça trahit un peu cette promesse d'amour impossible de Angsty. Et là, même si c'était pas Angsty pour moi parce que je m'en foutais de leurs sentiments, mais c'était un amour où j'étais en mode mais c'est impossible en fait. Je me le disais, j'étais en mode mais il y a tellement de complications, l'héroïne elle fait tellement de la merde. À chaque fois qu'il y a des moments de rapprochement, c'est gâché par le fait que justement l'héroïne elle est tellement impitoyable, elle est cruelle, elle est méchante. Et du coup j'espérais qu'il n'y ait pas de Deus Ex Machina sentimental qui leur permettrait quand même de jouir d'un amour sain, d'un amour happy ending et tout. Et c'est ça qui me maintenait vraiment happée par l'histoire. Et surtout, en fait, il y a des obstacles où j'étais en mode, mais ouais, en fait, ça rajoutait du croustillant, mais du véritable croustillant, pas des quiproquos merdiques ou quoi. Enfin, par exemple, la romance, ça se base sur un mensonge éhonté de la part de l'héroïne. Tu te dis, tu peux pas, genre, outrepasser ça. Et le héros, il peut pas lui pardonner ça. Il y a d'autres mensonges qui vont un peu fuser de part et d'autre. Et donc, il y a une base toxique qui est assumée et qui rend la chose vraiment impossible et vraiment très difficile à concevoir. Et donc, c'était grave bien fait. J'ai trop envie de lire d'autres romans avec cette female rage, avec des héroïnes antipathiques qui sont assumées, quoi. Voilà, avec aussi ce genre de romances qui sont vouées à la tragédie. Ça a été le cas pour The Poppy War aussi, c'était trop bien, j'étais en mode ouais, enfin un choix audacieux, enfin un choix original en matière de la romance qui reste dans la continuité de la psychologie, du destin de l'héroïne et qui sort pas du trou du cul de Cupidon ou machin truc et c'était trop bien et voilà donc franchement je vous conseille, c'est super bien, ça me maintenait alerte, j'avais envie de connaître la suite, de voir quel autre plot twist allait se déclencher et voilà, donc je vous conseille. Et sur cette belle lecture, je vais conclure ce vlog qui était dédié à ma première semaine de vacances. Après la soutenance et tout, et c'était trop bien, j'ai bien profité, j'ai bien lu, je me suis bien reposée, je suis partie en vacances même si c'était le temps d'une journée mais ça m'a fait trop du bien. Merci infiniment de m'avoir suivi dans cette petite aventure, dans cette petite escapade pendant mes vacances et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures littéraires. J'ai trop hâte de lire plein d'autres livres, il y a plein de trucs qui me font trop envie et j'ai trop envie de vous en parler. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!